À l'heure où la France voit ses églises flamber aussi vite que du papier d'Arménie, depuis le top départ donné par l'incendie de Notre-Dame en 2019, revenons sur ce qui est sans aucun doute le plus fascinant des films fantastiques jamais réalisés, Rosemary's Baby. Film qui, à chaque nouvelle vision, dévoile des éléments qui nous avaient échappé les fois précédentes. Roman Polanski a publié son livre de mémoire Roman par Polanski en 1984, à peine âgé de 50 ans, mais où il achevait la partie la plus intéressante de sa carrière, celle où tous ses films importants étaient derrière lui. Depuis cette date, tout ce qu'il a réalisé oscille entre le médiocre et le pas mal. Autrement dit, en 1984, Roman Polanski est artistiquement un homme fini. L'avait-il pressenti en écrivant ce qu'on écrit généralement au terme d'une carrière et d'une vie? On ne le sait pas, mais il faisait une sorte de premier bilan, définitif, il semblerait, étant donné que le livre n'a jamais été complété. Le grand intérêt dans cette biographie est qu'il ne s'explique jamais sur ce qu'il a voulu mettre dans ses films, contrairement aux réalisateurs d'aujourd'hui qui passent plus de temps à nous raconter ce qu'ils ont voulu dire qu'à écrire et à tourner leurs films. Polanski parle juste de Rosemary's Baby comme d'un scénario efficace qu'il s'est évertué à mettre en scène comme un bon thriller, sans jamais s'étendre sur le contenu du film à proprement parler. Agnostique, il dit qu'il n'a pas voulu prendre parti quant à la réalité des faits ou à l'interprétation qui en est donnée par sa protagoniste. En effet, quand on visionne le film en spectateur passif, rien ne nous indique que les faits soient réels ou qu'ils soient la conséquence de la paranoïa de Rosemary. Cependant, un examen plus attentif du film nous montre que ces faits n'ont rien d'imaginaire. Qui plus est, à la lumière des événements que subit l'humanité depuis 2020 ou même depuis le 11 septembre, on peut même dire que le film est plus actuel aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de sa sortie. À l'époque, les histoires de possession, de sorcellerie, de commerce avec le diable en échange de la fortune et de la gloire relevaient du folklore, du fantasme. Le public, sans information disponible sur le sujet, était bien incapable d'y voir un quelconque lien avec la réalité. Seuls quelques initiés pouvaient y trouver une correspondance avec le réel. Mais depuis le 11 septembre, quelque chose de très étrange est en train de se produire sous nos yeux, à savoir les scénarios ou prototypes de scénarios proposés par la littérature et le cinéma populaire se manifestent, et de la manière la plus grossière, dans la réalité collective. Paru en 1967, le roman Rosemary's Baby fut un best-seller immédiat et Polanski se vit proposer la réalisation du film dans la foulée. Ce n'est pas lui qui en a eu l'initiative, mais le succès de son film précédent, Le Bal des Vampires, le désignait comme le meilleur réalisateur possible pour ce genre d'histoire. Laquelle est fort simple, tout à fait linéaire. Un jeune couple aménage dans un appartement new-yorkais, lui est un jeune comédien qui court le cacheton, elle, une jeune femme en instance de maternité, et leurs voisins âgés, aussi bienveillants qu'ils sont envahissants, vont faire de Rosemary la victime d'une machination démoniaque. Le film est tourné aux abords d'un immeuble new-yorkais qui logeait un grand nombre de célébrités et dont la copropriété, peut-on lire sur Wikipédia, a refusé les candidatures de Madonna et de Michael Jackson. C'est devant cet immeuble que John Lennon a été assassiné, abattu sur le trottoir où s'écrasait une locataire, victime du mauvais sort dans le film. Polanski dit qu'il a découvert cet immeuble par hasard en faisant des repérages, tout comme il a découvert également par hasard le site de Stonehenge en tournant Tess. On a beaucoup de peine à le croire, et d'ailleurs la manière dont il travestit les faits qui l'ont envoyé en prison en 1973 nous laisse croire que dans ce livre de mémoire, il travestit d'autres réalités. Le Dakota Building, situé non loin des Twin Towers, sur l'île de Manhattan, est fort probablement un lieu tellurique qui favorise le passage d'entités interdimensionnelles, comme on a pu en voir au moment de l'effondrement des tours. Ce qui expliquerait que de si nombreux artistes, de ceux qui ont signé le pacte, aient résidé et résident encore dans cet immeuble. On voit ici Puff Daddy arriver au Dakota Building et Jeffrey Epstein était propriétaire d'un immeuble face à ce même Dakota Building, séparé par les espaces de Central Park. Et si on relie les points entre le Dakota Building,
le domicile d'Epstein et Ground Zero, on obtient un triangle isocèle effilé comme une lame de couteau. Donc reprenons le sujet du film. Rosemary est mariée à Guy, comédien de théâtre qui gagne difficilement sa vie. Rosemary nous cite au moins à 2 reprises la pièce dans laquelle Guy est en train de jouer. Personne n'aime l'albatros. L'albatros est un oiseau, contrairement au corbeau, qui annonce les bonnes nouvelles, alors on peut imaginer que personne, c'est-à-dire les gens du métier, n'aime Guy. Quand elle va laver son linge dans la laverie de l'immeuble, Rosemary lie connaissance avec une locataire qui lui raconte que les Castevets, dont on ne sait pas encore qu'ils sont des sorciers, l'ont ramassée dans la rue et prise sous leur protection. Or, dans la scène d'après, cette locataire sera défenestrée, c'est-à-dire qu'elle a été sacrifiée comme sont sacrifiés nombre d'adultes ou d'enfants en rupture de ban avec leur milieu social et recueillis dans des familles d'accueil qui se livrent sur eux à des rituels. Une fois encore, en 1968, ces considérations abstraites ne servent qu'à nourrir des scénarios irréels destinés à divertir le public qui, dans ces années-là, n'a aucune conscience des réalités occultes qui conduisent le monde. L'architecture du Dakota Building, qui, dans le film, porte notre nom, est par ailleurs semblable à celle d'une cathédrale gothique, cathédrale de Satan, pourrait-on dire, opposée à la cathédrale chrétienne qui brûle à la fin du film. Comme tout film codé, les signes et les symboles affichés ne sont pas destinés aux spectateurs, mais aux autres initiés qui regardent le film. Par exemple, dans ses mémoires, Polanski ne nous dit pas pourquoi, dans ce plan, il a demandé à John Cassavetes de faire ce signe. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il signifie. À l'époque, nous l'ignorions. John Cassavetes fait ce signe bien avant que nous comprenions qu'il a donné son enfant à naître au diable en échange d'une carrière dans le cinéma. Ce qui signifie que le diable sait par avance à qui il s'adresse. Jamais il ne propose de signer un pacte avec quelqu'un qui ne soit pas prédisposé à lui vendre son âme. Il y a plusieurs manières de figurer le signe du diable avec ses doigts. Celui qu'on voit ici est précisément le signe de la lune, avec le pouce et l'auriculaire, utilisés par les satanistes pour saluer la nouvelle lune. Certaines correspondances au niveau du nom des personnages sont d'ailleurs assez insolites. L'occultiste Roman Castevet porte le même prénom que Polanski et son nom de famille est un quasi-anagramme de Cassavetes. De plus, Rosemary porte le même prénom que Rosemary Kennedy, sœur de JFK qui a passé sa vie dans un établissement psychiatrique suite à une lobotomie souhaitée par son père à cause de ses troubles du comportement. Il est fait référence au Kennedy 2 fois dans le film. Une première fois, lorsque Hutch, ami de Rosemary, les prévient que dans l'immeuble où ils ont aménagé, on se livrait au sacrifice d'enfants et on se réfère à un certain Kate Kennedy impliqué dans des affaires occultes. Ensuite, dans la séquence où Rosemary, droguée avec la complicité de son mari, va être ensemencée par le diable, la scène nous est montrée comme un rêve abstrait. L'action ne se passe pas n'importe où, mais sur un bateau, plus précisément un yacht. Un verre d'alcool à la main, Rosemary fait partie de cette société, visiblement la jet-set de l'époque. On pense automatiquement au yacht d'Aristote Onassis, impression renforcée par la présence au premier plan d'une femme qui ressemble fort à Jackie Kennedy, tout comme ici ce personnage qui ressemble à JFK. Il y a aussi la présence d'un gradé de l'armée sur le bateau. Tout un monde réuni ici pour se livrer à un rituel démoniaque. Le pavillon sous lequel le yacht navigue est américain et le maître de la secte démoniaque nommé Adrian Marcato ressemble, lui, à Abraham Lincoln. Lincoln que John Ford nous montrait en 1939 comme une sorte de mage noir dans Vers sa destinée et que Spielberg, dans Lincoln, dépeint comme un grand gourou. C'est sur ce yacht que Rosemary va être abusée par le diable lui-même pour que vienne au monde son enfant. Les adeptes du démon ont peint sur le torse de Rosemary le nombre 68 200. 68 évoque sans doute l'année 1968 et 200 probablement les 200 familles, terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner les grandes fortunes qui dirigeaient la France en particulier, mais dont certaines, comme les Rothschild, avaient une influence internationale. Tout ça est pour le spectateur totalement hermétique. Les symboles qui y sont présentés ne s'adressent pas à eux, mais l'image nous montre une femme violée par le diable en 1968, alors que le film est supposé se dérouler en 1965. Dans ses mémoires, Polanski prétend avoir choisi l'année 1965 sans en expliquer les raisons au lecteur. Il précise même qu'il a dû veiller à ce que la costumière et le décorateur fassent des choix liés à cette époque précise. Ce qui pourrait se comprendre si le film avait été tourné longtemps après, mais il a été tourné en 1967, où l'environnement était le même que 2 ans plus tôt.
1965 est l'année de Vatican II, où les adeptes de Satan infiltrés dans l'Église catholique sont allés jusqu'à changer le sens du Notre Père. En effet, la prière d'origine dit « Ne nous laisse pas succomber à la tentation », contrairement à la prière dénaturée qui demande de ne pas nous soumettre à la tentation. Qui soumet à la tentation, sinon le démon? D'ailleurs, il est bien précisé par le dialogue que les passagers du yacht où Rosemary va être violée sont des catholiques, et pendant que Guy regarde la visite de Paul VI à la télévision, Rosemary ressent les premiers effets du somnifère qu'on lui a administré pour abuser d'elle. Au début du cauchemar de Rosemary, le commandant de bord, qui ressemble à Kennedy, observe une carte sur laquelle se trouve un compas, puis il change de tête et nous montre une direction derrière lui et une direction devant lui. Ce qui nous évoque Winston Churchill, fréquemment invité sur le yacht d'Onassis, sous la même casquette de marin, et qui disait « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». La référence à Churchill se confirme lorsqu'on voit sa photo sur le bureau de Roman Castevet, photo qui est certainement celle-ci. De nouveau un élément que le spectateur ne remarque pas, mais que l'initié qui réalise le film adresse à d'autres initiés. Par ailleurs, Churchill est mort en 1965, année où se déroule l'intrigue. Nous aurons donc vu le couple Kennedy, Winston Churchill, le yacht d'Onassis, peut-être Onassis lui-même incarné par ce personnage, ainsi qu'un haut gradé de l'armée, toute une micro-société dont Rosemary va être la victime pour qu'elle donne à cette élite qui dirige le monde le fils de Satan, destiné à mater les peuples qui, en cette année 1968, sont en pleine révolte. Le viol a lieu sur un lit disposé sur un pavé mosaïque, tandis qu'à l'arrière-plan, une cathédrale est en train de brûler. On aura remarqué aussi qu'au moment où elle est violée, Rosemary porte une robe écarlate, symbole des abus rituels. Dans cette scène de viol, le film nous présente d'autres éléments auxquels il serait hasardeux de proposer une grille de lecture rationnelle, notamment ce plan félinien où le personnage dit « un typhon, il a déjà tué 55 personnes à l'eau ». Cependant, les éléments de la séquence où la jet-set internationale abuse d'une jeune femme en échange d'une carrière promise à son mari nous situent les États-Unis et son industrie du spectacle comme le berceau de Satan. Guy, le mari de Rosemary, qui a été recalé à un casting au profit d'un autre comédien, récupère finalement le rôle quand cet autre comédien devient subitement aveugle. Cette cécité vient du sort que lui ont jeté les occultistes avec qui Guy a signé le pacte. Est-ce un hasard? Mais le comédien devenu aveugle, qui n'intervient qu'au téléphone, est joué par Tony Curtis. Or, Tony Curtis, dont la carrière était florissante dans ces années-là, la verra s'effondrer définitivement à partir de 1968, année où il interprète le tueur en série mentalement programmé de l'étrangleur de Boston, qui fait référence à Lee Harvey Oswald, assassin de Kennedy. Dans ses mémoires, Polanski, sans expliquer pourquoi, dit avoir insisté pour que Rosemary se déplace dans un taxi jaune à damier, au détriment d'une voiture quelconque que lui attribuait la production. Bien que le taxi dont elle descend n'affiche pas le damier, la plupart des taxis new-yorkais à l'époque en étaient pourvus. Dans Le Magicien d'Oz, version Sid et Lumet avec Michael Jackson, on grossit délibérément le damier pour nous indiquer que Dorothy est la proie d'une manipulation mentale, et c'est vraisemblablement ce qui nous est également suggéré ici au sujet de Rosemary. Après avoir été inséminée par le diable, Rosemary change subitement de coupe de cheveux. On retrouve aujourd'hui ce brutal changement de coiffure chez un grand nombre de vedettes qui ont manifestement signé le fameux pacte. Revenons au rituel par lequel Rosemary est violée pour qu'elle enfante le fils du démon. On la voit attachée sur le lit par des hommes en blouse blanche, infirmiers ou docteurs, qui, au lieu de la soigner, la torturent. Et c'est là un des grands thèmes du film, cette confiance forcée en l'institution médicale, pour qui Rosemary n'est que le cobaye d'une expérience à qui on fait croire que les douleurs qui l'assaillent sont normales. Cependant, le sentiment premier qui se dégage du film est celui d'une société entièrement sous contrôle, des forces du mal qui recrutent ses adeptes dans toutes les couches sociales, depuis ce couple de petits vieux bienveillants jusqu'au médecin accoucheur en qui elle fait entièrement confiance et qui va la trahir. Rosemary est la seule à être éveillée, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. On pourrait dire aujourd'hui qu'elle est complotiste, consciente de ce qui lui arrive, mais à qui son entourage ne cesse de répéter
qu'elle se fait des idées et qu'elle est malade. Car si le spectateur pouvait douter de la réalité des faits dont elle est victime, il finit par comprendre que tout ça est réel lorsque Rosemary, à qui on a fait croire que son enfant était mort-né, voit qu'on garde son lait maternel au lieu de le jeter. On la gaffe de somnifères qu'elle fait semblant d'avaler pour rester lucide et découvre qu'elle a bel et bien mis au monde l'enfant du diable. Elle sort de son lit, passe dans l'appartement voisin grâce à un passage secret et s'écrie « Oh mon Dieu !» en découvrant accroché au mur la peinture d'une cathédrale en flammes. On ne sait si le tableau représente une cathédrale réelle ou imaginaire, mais on peut dire qu'elle ressemble fortement à Notre-Dame de Paris. Les satanistes brûlent l'église pour donner le monde au diable et il nous est montré que sa religion est universelle par la présence d'un Chinois venu assister à sa naissance ainsi que d'un playboy grec qui lui aussi peut être une référence à Onassis ou à sa famille, alors très puissante dans ces années-là. Les adeptes du diable crient « C'est l'an 1 », slogan 68 heures et titre d'un film sur les événements, mais rappelons que l'histoire est censée se dérouler en 1965, année où l'église traditionnelle a laissé sa place à une nouvelle église moins proche de Dieu que des forces du mal.